Les podcasts de Nouvelle Acropole France. La sagesse des Templiers face à l'effondrement. Colloque par Didier Carrier, Lilian Gaillard et Jackie Sylvestre, tous trois philosophes et formateurs. À Lyon, Espace Volon, le jeudi 11 juin 2020. La question qui se posait quand nous avons choisi ce titre-là était de trouver une référence historique suffisamment éloquente, on va dire, pour pouvoir trouver des ressources et des éléments comparables dans l'histoire de l'humanité proche avec des situations que nous sommes en train de vivre. C'est la raison pour laquelle le mot effondrement apparaît dans le titre de cette activité. Bien évidemment, la raison fondamentale, c'est que dans une école de philosophie, il est tout à fait normal de se poser des questions sur l'histoire, et c'est la raison pour laquelle il existe dans la philosophie une branche qui s'appelle la philosophie de l'histoire. La philosophie de l'histoire, justement, étudie les trajectoires et les parcours de l'histoire de l'humanité. Elle recherche les causes des événements plutôt que de s'attacher aux événements eux-mêmes pour identifier les finalités, les moteurs qui les ont engendrés. Donc c'est dans cet esprit de philosophie de l'histoire, qui fait d'ailleurs partie de notre programme d'études à Nouvelle Acropole, que nous allons envisager le sujet. Quand je vous ai dit tout à l'heure que le mot effondrement apparaît dans le titre, la raison est simple, c'est que ce questionnement émerge lentement à la conscience, à l'échelle de l'humanité tout entière aujourd'hui, face à des situations nouvelles ou apparemment nouvelles que nous sommes amenés à vivre. Alors, c'est très important de comprendre que ces mécanismes qui ont pris le nom aujourd'hui d'effondrement existent depuis la plus haute antiquité et dans l'histoire connue de l'humanité. Le premier degré d'enseignement de la philosophie de l'histoire, c'est de comprendre que les civilisations sont mortelles. Et les civilisations sont des êtres vivants à part entière. Elles se construisent, elles naissent, elles se développent, elles ont une apogée. Et naturellement, quand leur énergie intérieure va s'épuiser, les civilisations vont petit à petit disparaître. Voilà. Et elles seront remplacées par d'autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, assez peu de monde s'intéresse à la philosophie de l'histoire et on a oublié, dans la précipitation de l'immédiateté et du présent, que notre civilisation n'était pas immortelle et que justement les signes précurseurs de cette fin de cycle apparaissent graduellement et peut-être un peu maintenant, un peu plus précipitamment. Pour bien comprendre cette logique, la dernière grande civilisation dont la durée justifie qu'on l'étudie sa chute, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, en Occident, a, on va dire, commencé à finir d'exister. Je vous expliquerai pourquoi j'emploie cette expression, en 476 après Jésus-Christ. Et c'est très intéressant pour de multiples raisons. D'abord parce que Montesquieu, en 1734, a écrit un livre consacré à l'effondrement de Rome. Et dans ce livre, il fait apparaître 19 causes mesurables de l'entrée de l'Empire romain dans le cycle d'effondrement. Et donc l'arrivée d'une phase de transition et de creux dont on reparlera tout à l'heure. Je vais vous donner une partie de ces causes parce qu'elles présentent un intérêt majeur. Elles sont significatives dans la façon dont disparaît ou commence à disparaître une civilisation. Peut-être, on pourrait dire encore une fois, toute ressemblance avec la réalité aujourd'hui ne serait que fortuite. Mais je crains fort que ce ne soit pas le cas. Je crois que ce n'est pas fortuit du tout. Voilà. Donc, voilà ce que dit, en quelques mots, Montesquieu rapidement.
Donc, ce sont les causes de l'effondrement de Rome. Corruption de l'État. Difficulté de percevoir l'impôt auprès des élites, enrichissement des élites au détriment du peuple. Autoritarisme de l'État, incompétence des gouvernants, sentiment de supériorité des autorités par rapport aux événements et aux ennemis. Je répète parce que c'est des mots lourds de conséquences. Sentiment de supériorité des autorités par rapport aux événements et aux ennemis. Manipulation des autorités par des sources étrangères ou extérieures. Infiltration des ennemis dans l'État. Incivisme et incivilité généralisée. Attaque et pillage des bâtiments publics. Société oisive tournée vers le jeu. Dépravation des mœurs et dénatalité. Voilà, en quelques mots, ce que dit Montesquieu en 1734, pour parler de l'effondrement de l'Empire romain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'autres chercheurs, d'autres philosophes, d'autres historiens ont aussi donné leur point de vue sur ce sujet, et ils se regroupent sur 3 thèmes principaux. Le premier, c'est un effondrement financier, qui est convergent avec des modifications climatiques et des épidémies. C'est quand même très étrange. Donc, la convergence de plusieurs causes vont être à l'origine de l'effondrement de l'Empire romain. Je répète, effondrement financier, simultané à des modifications climatiques. Il y a eu effectivement, à la fin de l'Empire romain, une espèce de micro-glaciation qui a provoqué beaucoup de désordre à l'intérieur de la société romaine. Et épidémie, multiplication des épidémies. Voilà pour expliquer des phénomènes qui ne nous sont malheureusement pas très étrangers. Alors, cette phase de chute de l'Empire romain est immédiatement suivie d'une phase de transition, donc qui va commencer en 476. C'est simplement un repère historique parce que c'est l'abdication du dernier empereur romain d'Occident, qui s'appelle Augustule, c'est le dernier empereur romain d'Occident, qui va abdiquer. Voilà. Et cette phase-là va commencer une période de transition que les historiens considèrent comme étant le Moyen-Âge. C'est-à-dire, on dit que le Moyen-Âge commence vers 500 et qu'il va finir en 1500. Voilà. C'est ce que, d'un commun accord, la plupart des historiens expliquent. Pendant cette phase de transition, il y aura une légère embellie qui va venir avec Charlemagne. Je vais donner un peu de détails pour pas prendre trop de temps, mais à un moment donné, un personnage très important dans la trajectoire historique, qui s'appelle Charlemagne, va essayer de redresser les choses. Et comme vous le savez, bien qu'il n'ait jamais été l'inventeur de l'école, ça c'est pour la chanson et l'histoire de Salon, et l'école existait déjà avant Charlemagne, il a simplement, on va dire, généralisé l'enseignement pour toutes les catégories de la société, ce qui est un peu différent. Voilà. Donc, à part cette petite embellie qui va durer pendant le règne de Charlemagne, et qui va s'effondrer aussi à sa mort avec les disputes de ses 3 fils qui se sont partagés le gâteau, si on peut appeler ça comme ça, voilà. Et on va retomber dans un nouveau schéma transitoire. Voilà. Donc, embellie temporaire de Charlemagne. Après cette période, c'est-à-dire on est autour de l'an 900, pour se situer, va apparaître assez rapidement un phénomène qu'on appelle la féodalité, qui est conjoint à la naissance du servage, qui est la forme d'esclavage assez répandue au Moyen-Âge. Et parallèlement, pendant toute la période transitoire, va se développer le monachisme, c'est-à-dire que ce sont les monastères qui vont, d'une certaine manière, maintenir une présence intellectuelle, religieuse, spirituelle et lumineuse dans une phase qui est assez obscure dans cette période transitoire. Il faut comprendre que les structures de l'Empire romain, c'est aussi des routes, donc des voies de communication à l'échelle de l'Europe. C'est aussi des ports, donc des moyens de commerce à travers la Méditerranée et même pour une partie avec l'océan.
Et c'est évidemment une structure administrative qui est capable de gérer tout ça. Par exemple, l'eau courante qui arrive dans une ville, qui est une des prouesses architecturales de l'Empire romain, bon, mais tout ça va s'arrêter et va disparaître. Il y a un exode rural massif, c'est-à-dire que les villes romaines vont se vider par l'insécurité, par la maladie et par aussi les problèmes alimentaires. Voilà, les problèmes de la faim en général vont se vider au profit de la ruralité qui va de nouveau se développer. Et évidemment, le monachisme se développe en milieu rural. Parce que le monastère étant un siège important de connaissances et de recueil de savoir-être et de savoir-faire, on va y trouver de la pharmacopée, on va y trouver des moyens donc de soigner, des moyens alimentaires, parce que les moines sont des très bons cultivateurs très tôt dans l'histoire du monachisme. On va y trouver des registres de graines, on va y trouver beaucoup d'éléments qui vont permettre de développer une vie rurale suite à cet exode de transition. Parmi ce monachisme important, il faut citer bien évidemment les bénédictins. On va dire qu'ils sont les premiers sur le terrain, à partir de 590 à peu près, bien que des monastères existent avant, mais les premiers à arriver, on va dire, à ce niveau de mobilisation solidaire, ce sont les bénédictins, avec l'apparition de la règle de Saint-Benoît en 510, pour être très précis, voilà. Mais ils vont aussi se dégrader dans le temps, et il va falloir la révolution clunisienne en 909 pour que, comme vous le savez, Saint-Bernard de Clairvaux fasse un travail de restauration de l'idéal monacal qui s'était un peu dépravé, qui était un peu moins tourné vers la vie intérieure, on va dire ça comme ça. Bon. Vient ensuite la fondation de Cîteaux en 1112 par Saint-Bernard, la fondation de Clairvaux en 1115 toujours par Saint-Bernard à l'âge de 25 ans, et les monastères cisterciens vont devenir ce qu'étaient les monastères bénédictins, c'est-à-dire des lieux de préservation des savoir-faire et des savoir-être. On peut même y apprendre des métiers, et c'est la raison pour laquelle les cisterciens vont développer leur propre architecture. Et voilà, Saint-Bernard va fonder 72 monastères à lui tout seul. Il va sillonner toute l'Europe et évidemment, il va donner, comme vous le savez, sans doute la règle aux Templiers, puisqu'il fait partie des fondateurs de l'ordre du Temple. Voilà. Et d'un autre ordre un peu moins connu, qui sont les chevaliers teutoniques dans le monde germain. Mais il est aussi à l'origine de tout ça, ce fameux Saint-Bernard. Voilà. Donc, en 1119, on voit naître les Templiers en Terre Sainte, et à ce moment-là, suite à la première croisade, le roi Baudouin II, qui est en fait le roi de Jérusalem, va donner aux Templiers la mosquée qui s'appelle Al-Aqsa, qui s'appelle d'ailleurs toujours Al-Aqsa, qui est bâtie sur l'ancien temple de Salomon, et il semble que ce soit pour cette raison que les Templiers vont s'appeler les Templiers. Voilà. Cette date-là, 1119, marque, on va dire, la fin de la transition, de la phase de transition. À partir du moment, et vous allez comprendre, c'est très important cette date-là de fondation, à partir du moment où les Templiers émergent au seuil, à l'horizon de l'histoire, tout va commencer à changer en très peu de temps. Et, pour donner un exemple très concret, le monde qui était devenu rural et qui s'était construit autour d'un idéal d'introspection, on va dire monacal, va recommencer à devenir urbain. L'architecture, d'abord cistercienne puis romane, va se modifier dans l'apparition de l'architecture gothique, et il y a une espèce d'émergence simultanée de beaucoup d'événements dont les historiens s'accordent à dire que ce sont les Templiers qui sont à l'origine et ceux qui travaillaient avec eux. Voilà.
pour donner un repère intéressant, entre 1150 et 1280 vont être lancés en Europe 80 chantiers de cathédrales et plus de 500 très grandes églises de type gothique, entre 1150 et 1280. Voilà. Parallèlement, se développent les pèlerinages, les marchés médiévaux, la sécurisation des routes et des moyens de communication va de nouveau commencer à exister grâce aux Templiers. Et donc, du coup, l'exode rural va devenir maintenant vers les cités, l'artisanat va se développer, les voies de communication restaurées vont permettre de nouveau le commerce, les ports romains seront désenvasés, et donc, grâce à l'action des Templiers, il y a un changement brutal, important, qui se produit avec leur émergence. Voilà pour ce qui est de l'analyse philosophique de l'histoire, pour qu'elle vous permette de vous situer dans la trajectoire. Il y a une inflexion majeure de trajectoire avec la naissance des Templiers qui fait se poser beaucoup de questions parce que on va dire, leur apparition à l'horizon de l'histoire probablement a nécessité une phase préparatoire beaucoup plus longue, comme tout ce qui peut se produire et qui émerge à l'horizon de l'histoire en général. Il y a des périodes fondatrices que l'histoire connaît mal ou ne connaît même pas du tout. Et là, on va essayer d'éclairer tout ça dans les différents aspects des différentes parties. Je vais céder la parole maintenant à Jackie Sylvestre, qui est le deuxième intervenant sur la conférence et qui va développer les éléments concernant l'ordre du Temple en général. Je reprendrai la parole tout à l'heure à la conclusion. Voilà, je lui laisse la place. Merci Didier. Maintenant que les choses sont posées, on va rentrer. On est arrivé donc en 1119 avec les tout premiers chevaliers qui s'appelaient d'ailleurs les pauvres chevaliers du Christ, qui ont commencé à garder les chemins qui menaient à Jérusalem pour que les pèlerins puissent aller jusqu'à Jérusalem à partir de l'Occident, puisque c'était un pèlerinage très important pour tout croyant en Occident de pouvoir aller à Jérusalem. Et on va s'intéresser maintenant au fonctionnement de l'ordre du Temple et à travers surtout la règle templière, c'est-à-dire, comme l'a expliqué Didier Carrier, la règle établie par Bernard de Clairvaux est importante puisque à travers cette règle, on va comprendre tout le vécu des Templiers, leur état d'esprit et aussi leurs propositions pour cette humanité qui est dans une phase de transition et face à l'effondrement précédent. Alors cette règle templière, elle est écrite donc par Bernard de Clairvaux à partir du Concile de Troyes en 1128, c'est-à-dire une dizaine d'années après l'apparition des tout premiers chevaliers du Christ. Et en 1128, le Concile de Troyes officialise l'existence des Templiers, c'est-à-dire que Rome, le pape donne son accord pour l'existence de ce mouvement chrétien, mais en lui donnant une grande autonomie quant aux moyens et utilisation de ces moyens pour faire ce qu'ils avaient à faire. Donc, au fil du temps, cette règle va évoluer. Ça, c'est important à comprendre parce que ça, dans les traditions vivantes, si les principes sont trop rigides, on a une tradition qui n'est pas vivante et qui devient vite caduque. Donc, basée sur l'expérience, au fil des années, la règle va évoluer. Alors, qui pouvait entrer dans le temple? Alors, il n'y a aucune limite qui est donnée. C'est-à-dire tout le monde. Tout le monde pouvait prétendre entrer dans l'ordre des Templiers. Et peu importe d'où vient la personne, qui elle est, ce qu'elle a fait avant, c'est un peu comme une nouvelle naissance. Et le pape a même accordé la permission de recevoir des excommuniés, qui étaient des gens qui étaient vraiment bannis de la société. Et de cette façon, des individus qui auraient été exclus
pouvaient trouver une place, une fonction et se construire une nouvelle vie. La seule condition pour celui qui rentrait était évidemment de respecter et d'obéir à la règle. Alors, qui dit règle dit discipline. Et pour mériter le titre de chevalier, il fallait se soumettre donc à des réglementations vraiment très dures et s'y conformer constituait le serment de base, comme je viens de vous l'expliquer. C'était une discipline et une rigueur totale. Tout ce qui devait être fait par les chevaliers templiers était noté par plus de 668 articles dans la règle qui réglaient toute la vie quotidienne, c'est-à-dire manger, dormir, s'habiller, quel type de coiffure. Et d'ailleurs, à ce propos, les Templiers portaient tous la barbe, les chevaliers du Temple, et ils avaient les cheveux très courts, voire la tête rasée. Donc, si vous voyez dans des films des Templiers avec des chevelures au vent, c'est Hollywood, mais c'est pas la réalité. Donc, tout était réglementé et cette règle s'appliquait à tous, depuis le grand maître de l'ordre jusqu'au dernier des miliciens ou des serviteurs. Personne n'était exempt de cette application. Et cette discipline est très importante parce qu'elle permettait deux choses. Tout d'abord, une construction de soi-même, centrée sur l'être intérieur. Si on n'a pas une très forte discipline de soi, une autodiscipline, une capacité à se vaincre soi-même, quelle confiance va se dégager déjà en soi-même? Si je suis capable de décider quelque chose et je sais que je le ferai, je prends confiance en moi. Et surtout, je vais inspirer confiance aux autres. Et ça c'est le deuxième élément. Ça donne une grande fiabilité et une grande confiance qui va très vite inspirer tout l'entourage, puisqu'on est dans un monde qui a perdu sa force morale. L'environnement n'a plus de force morale. Donc, de voir apparaître des gens qui ont cette discipline et cette capacité d'avoir le sens de l'honneur, de la parole donnée, va très vite inspirer beaucoup de confiance. Et c'est ce qui va expliquer que assez vite, des rois, des princes et des seigneurs vont faire des dons, vont confier leur fortune à ces gens. Parce qu'en plus, on verra tout à l'heure, cet argent n'est pas pour eux. Alors, les trois vœux fondamentaux de la règle de Saint-Benoît, qui est à la base de la règle qui a inspiré Bernard de Clairvaux pour écrire la règle templière, sont l'obéissance, la chasteté et la pauvreté. Donc, ces trois éléments, de toute façon, président aux règles des ordres monastiques de toute l'Europe. Pour ce qui concerne la pauvreté, nous devons bien réaliser que ces gens n'avaient droit à aucune possession personnelle. Ils pouvaient simplement, et ils disposaient des biens du temple, mais tout était des biens collectifs. Et ceci toujours déterminé selon les règles. Par exemple, un chevalier avait droit à 3 chevaux, tout l'équipement et l'armement dont il avait besoin, et un écuyer à son service pour l'aider dans toutes les tâches. Et ceci éclaire pour nous la devise des Templiers, qui est le fameux non nobis, dont vous avez entendu pour certains parler, et qui en fait se traduit par « rien pour nous, Seigneur, rien pour nous, mais tout est pour la gloire de ton nom ». Donc c'est le fait de refuser toute possession matérielle qui fait comprendre que les Templiers ont placé le spirituel toujours au-dessus du matériel. Et leur manière d'agir sur le monde et toutes leurs propositions placent toujours le spirituel bien au-dessus du matériel. Quand on entrait dans l'ordre du temple, on était d'abord novice. Il y avait une période de noviciat, période de probation, il fallait montrer ses bonnes aptitudes et donc faire ses preuves. Et ensuite, l'intégration était validée par un conseil des sages. Aucun passe-droit,
aucune facilité liée à la naissance ou à la noblesse, etc. Et cette période de noviciat n'avait pas de durée déterminée. Elle dépendait en fait de chaque candidat, son propre cheminement jusqu'à ce qu'il soit prêt. Et cela pouvait durer de quelques mois à plusieurs années. Donc, il y avait une période de probation très importante. L'organisation même du temple, de l'ordre, se schématise en 4 grandes fonctions ou 4 grands groupes. Les plus connus sont bien sûr les chevaliers combattants, c'est l'image qu'on a des Templiers, et pourtant, ils ne représentent que 10 à 20% de l'ensemble des gens qui étaient dans l'ordre. Donc, ce sont les moines chevaliers qui, dès le début, se battent pour défendre les routes qui mènent à Jérusalem. Ils sont très peu nombreux au départ, évalués à 300 vers la fin du XIIe siècle, puis à 15 000 à la fin du XIIIe. Et ils sont bien sûr entraînés et formés au métier des armes, et ils appliquent la règle de manière très stricte. Ils participeront à de nombreuses batailles historiques lors des croisades notamment, et de la Reconquista en Espagne sur le monde musulman, la reconquête ibérique. La plupart de ces chevaliers étaient issus de la noblesse française, enfin la noblesse française ou d'autres pays, mais pas de manière sélective. C'était simplement parce que l'éducation donnée à ces aristocrates, à ces gens, les préparait naturellement à la fonction de chevalier, beaucoup plus que si on était paysan. Mais ce n'était pas une condition incontournable. Et le mérite pouvait donner aussi accès au statut de chevalier. Ensuite, ça, donc, c'est le premier groupe, les chevaliers combattants. Venaient ensuite les chapelains, qui étaient à proprement parler les religieux, les moines. Ils entrèrent ensuite également dans la catégorie de chevaliers, mais on les distingue parce que leur rôle était spécifiquement religieux. Lors des guerres, ils jouaient le rôle d'aumônier comme dans toute armée. Ils soignaient les blessés, ils assistaient les mourants. Et en dehors des guerres, ils disaient les messes et ils avaient une fonction qui est peu connue, mais qui est primordiale, qui était l'enseignement, la transmission des savoirs, des connaissances. Ce sont eux, les chapelains templiers, qui avaient la charge de l'enseignement à l'intérieur de l'ordre. Ils formaient les frères artisans aux mathématiques, à la géométrie, aux arts, aux sciences de la construction et à tous les métiers. Tout ceci en plus de l'enseignement sur la partie religieuse et aussi l'aspect civilisateur du temple. Ils représentaient les véritables sages de l'ordre et transmetteurs de la sagesse. Mais je crois que Lilian Gaillard nous reparlera de cet aspect tout à l'heure. Venaient ensuite les sergents ou sergents d'armes. C'est une catégorie qui était au service des chevaliers. Ils s'occupaient des chevaux, des armes, un peu comme de super écuyers. En dehors des périodes de guerre, ils pouvaient avoir aussi une fonction d'intendance dans les maisons et dans les commanderies, gérer la logistique, l'économie, etc. Donc, après les chevaliers combattants, les chapelains, les moines, les sergents, et enfin venait un groupe très important qui était celui des frères artisans et serviteurs de tout type. Parce que pour la vie des maisons, des couvents, des forteresses, donc des commanderies, ils réalisaient un tas d'actions nécessaires à tout ça, depuis l'agriculture, en passant par l'élevage, tous les métiers d'art, tout l'artisanat, toutes les transformations des matières premières, la construction, les ateliers, les forges, le travail du cuir, les outils. Et dans cet aspect-là, il y a l'élevage est important parce que je vous ai dit tout à l'heure que chaque chevalier avait trois chevaux et quand on avait jusqu'à 15 000 chevaliers, imaginez le nombre de chevaux, pardon. Et dans le sud de la France et en Espagne, on avait des commanderies qui étaient dédiées entièrement à l'élevage. Et c'est une des spécificités
les Templiers aussi. Alors, avec ce système, rapidement, ils ont aidé à sortir du Moyen-Âge et se projeter dans l'avenir comme une passerelle, une proposition pour l'humanité dans cette phase. Premier point, développer un savoir-être très puissant. On l'a vu avec l'aspect de la règle et de la discipline. Être capable de se diriger soi-même. Deuxièmement, récupérer et transmettre des connaissances et les savoir-faire les plus larges possibles. Et tout ceci va aider beaucoup la suite, les écoles de constructeurs de cathédrales, etc. Et enfin, troisième point, un idéal pour un État, pour l'idée d'un État universel capable de vivre ensemble au-delà des différences. Et ça, ils ne vont pas pouvoir le réaliser au niveau global concrètement, mais dans le vécu interne de l'ordre, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Cet idéal promu par les Templiers était d'une telle envergure que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les rois, les nobles, même les ecclésiastiques ont fait des dons très importants et laissé des héritages. Donc, il est logique qu'au bout d'un certain temps, dès la fin du XIIe siècle, une fortune considérable a été réunie. Et dans la gestion de ces richesses, leur honnêteté et leur intégrité ont montré qu'il est possible de vivre dans une grande sobriété, puisque eux, ils étaient plus que sobres, parce qu'ils ont été capables toujours de mettre le spirituel au-dessus du matériel. Et leur exemple montre que c'est possible, mais aussi que c'est la condition de base. Si on veut changer quelque chose dans l'humanité, tant que c'est le matériel qui dirige les choses, à mon avis, ce sera très compliqué. Donc tout ça leur donne une conception politique qui est quelque chose comme une cité de Dieu sur terre. Ils parlaient pour cela d'une idée qui paraissait très étrange à l'époque, c'est-à-dire de faire vivre ensemble les trois grandes religions, chrétiens, musulmans et juifs. Pour eux, il n'y avait pas de différence, puisque tous sont des êtres humains et tous se dirigent vers Dieu. Après, ce sont des différences de forme, et ils envisagèrent même un empire mondial réalisant son unité sur la domination de l'esprit sur la matière. On est toujours avec ce point-là, domination de l'esprit sur la matière. Donc, vous voyez, c'est une grande idée qui aurait pu, si certains personnages historiques, rois de France ou papes, à un moment donné, n'aient pas perçu un danger, mais peut-être que Didier en reparlera tout à l'heure, un contre-pouvoir et surtout une force armée, parce que les chevaliers, les Templiers étaient aux ordres du pape. Donc, lorsque le roi de France a vu que cette force militaire devenait quand même une possible grande contre-puissance, contre-pouvoir, il a perçu le danger. Bon, je vais laisser la parole à Lilian Gaillard qui va développer l'aspect de la sagesse des Templiers. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de la sagesse des Templiers. Donc, cette sagesse qui a vraiment irrigué toute leur action et qui est vraiment la source de leur projet de vie et de civilisation. Alors d'abord, pour commencer, je vais expliquer qu'est-ce qui est la différence entre une connaissance et une sagesse. Donc une connaissance, c'est quelque chose que l'on a compris intellectuellement. Et la sagesse, par contre, c'est la connaissance que l'on a transformée en comportement. Par exemple, je peux comprendre que la coopération, la bienveillance, la solidarité sont des savoir-être utiles pour vivre en société, pour bien vivre avec les autres. Mais ça ne deviendra une sagesse qu'à partir du moment où, dans mon comportement, j'exprime la coopération, la bienveillance et la solidarité. Donc les Templiers vont faire une synthèse des connaissances du monde connu de l'époque, c'est-à-dire une synthèse des connaissances de l'Orient et de l'Occident. Par exemple, les mathématiques sacrées d'Égypte ancienne, les mathématiques pythagoriciennes et platoniciennes de la Grèce antique, les secrets de l'Arche d'Alliance en Orient, les connaissances techniques et spirituelles de différentes traditions comme la tradition celte, gréco-romaine et chrétienne.
Et encore, ça, c'est qu'un petit bout de toutes les connaissances qu'ils ont pu réunir. Et donc, pourquoi ils font cela? Parce que justement, grâce à ces connaissances, ils vont pouvoir développer un haut niveau de savoir-être et un haut niveau de savoir-faire. Donc, le savoir-être, ce sont toutes les postures intérieures, telles que la discipline, la concentration, la générosité, le don de soi ou le sens du service, par exemple. Et les savoir-faire, ce sont les techniques pour travailler la matière. Et donc, ils ont acquis des savoir-faire, par exemple, grâce en acquérant les secrets de construction des Celtes, par exemple. Et le fait d'allier les deux permet l'évolution intérieure de l'être humain qui se manifestera à l'extérieur. Par exemple, c'est par la concentration et la discipline du tailleur de pierre que s'exprimera la perfection, le sens de l'esthétique, la pureté dans la pierre qui sera taillée. Alors pourquoi ils cherchent à collecter toutes ces connaissances? Tout simplement parce que savoir, c'est pouvoir. Donc c'est un vieil aphorisme qui est issu de toutes les traditions initiatiques. Cela signifie qu'en intégrant ces connaissances de sagesse ancienne, on peut développer son potentiel d'action et on peut développer des moyens d'action nouveaux, autant à un niveau individuel que collectif. Et donc c'est ce que les Templiers ont fait en allant en Orient chercher les connaissances pour les ramener en Occident pour agir. Donc ils ont vraiment cherché à créer des ponts entre Orient et Occident afin d'arriver à une unité autour d'une sagesse commune, d'un idéal de vie commun, ce dont Jackie a parlé tout à l'heure. Et cet idéal ayant pour finalité l'évolution humaine par la transformation intérieure de l'individu. Alors, de quel pouvoir parle-t-on? Donc, il y a deux manières d'exercer le pouvoir que donne la sagesse. Alors, il y a l'attitude autoritaire, tyrannique. C'est celle qui consiste à profiter de l'ignorance pour dominer les autres, pour en tirer des richesses. Donc, ça, c'est une attitude malheureusement qu'on connaît encore beaucoup. Et il y a l'attitude pédagogique, c'est-à-dire transmettre cette sagesse pour aider l'humanité à grandir. Donc, c'est l'attitude de tous les grands maîtres de sagesse dans l'histoire. Aider les autres à exprimer leur propre pouvoir intérieur. Les Templiers, eux, ont développé l'attitude pédagogique. Il y avait tout un système de transmission des savoir-faire et des savoir-être chez les Templiers. Et ce système était ouvert à toute personne qui désirait intégrer le temple. Et comme l'a expliqué tout à l'heure Jackie, tout le monde pouvait y rentrer. Donc ça veut dire que ce système n'était pas réservé à une élite. Donc pour revenir vraiment à la sagesse des Templiers, on peut dire que c'est vraiment une synthèse de différents types de connaissances comme moyen permettant l'évolution de l'humanité. Par exemple, donc des connaissances scientifiques qui s'exprimeront plus tard dans l'art gothique et ses réalisations. Parce qu'effectivement, pour construire une cathédrale, on a besoin de mathématiques et de géométrie. Mais c'est aussi, par rapport à l'art gothique, au-delà des connaissances scientifiques, l'art gothique exprime la beauté, provoquant attraction et enchantement grâce à son sens de l'esthétique. Donc là, je ferai juste une petite parenthèse par rapport à l'art gothique. C'est que donc ce ne sont pas les Templiers qui sont à l'origine vraiment de l'art gothique, mais il est quand même intéressant de noter la proximité temporelle dans l'histoire entre Templiers, bâtisseurs de cathédrales et les mouvements monastiques. Ce sont trois mouvements qui ont émergé à la même période et qui avaient des finalités communes. Donc il est fort probable que les Templiers, les bâtisseurs de cathédrales et les mouvements monastiques se soient rencontrés et aient pu travailler ensemble. Donc on peut supposer que les Templiers ont eu une influence sur l'émergence de l'art gothique qui a été mis en place plus tard par les bâtisseurs. Par exemple, en ayant favorisé les échanges de connaissances entre Orient et Occident. Donc pour revenir à la synthèse des différentes connaissances, il y a aussi les connaissances religieuses. Ils ont établi des liens existants entre les différents dieux et les saints de différentes civilisations. Donc cela montre qu'il existe des similitudes et des intentionnalités communes entre les différentes formes de religion. Par exemple, Saint Michel remplit les mêmes fonctions que le dieu Mercure à Rome, Hermès en Grèce, Thoth en Égypte ou Lugh pour les Celtes. Et donc, du coup, quelle est cette fonction commune? Bien, tout simplement la fonction de transmettre la sagesse. C'est aussi une action civilisatrice.
Donc c'est le politique, avec un projet civilisateur dont Jackie a parlé tout à l'heure, avec un État mondial autour de la sagesse. Et donc ce n'est pas sans rappeler les 4 archétypes de Platon, qui sont le vrai, le beau, le bon et le juste, comme moyen d'arriver au souverain bien dans la philosophie de Platon. Alors, pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons garder de la sagesse templière pour faire face à l'effondrement? Il y a déjà la capacité à faire des liens entre les choses qui sont apparemment opposées, donc c'est l'harmonie des contraires, c'est de toujours chercher l'unité en toute chose. Donc ça amène à un changement de paradigme, c'est-à-dire à une vision du monde comme une unité et agir en ce sens pour relier les choses et il faut sortir de la séparativité justement. C'est aussi développer un idéal de vie commun qui est ayant pour finalité le développement du potentiel humain. Donc c'est être porteur d'un idéal commun qui permet de dépasser les intérêts individuels. On peut aussi retenir le fait de se réapproprier les savoir-faire, parce qu'au moment de l'effondrement, on ne sait pas si on pourra compter sur la technologie que l'on a, tous les moyens techniques que nous avons, et on ne sait pas s'ils seront encore disponibles. Donc d'où l'intérêt, nous, chacun, de se les réapproprier pour pouvoir être le plus autonome possible. Et puis, on peut aussi s'inspirer des Templiers pour développer des nouveaux comportements de solidarité, de sobriété, de générosité et de service, par exemple. Et tout cela en allant les puiser dans les sagesses anciennes. Et cela passe par le développement de la force morale. Donc maintenant, je vais repasser la parole à Didier pour conclure notre conférence. Merci à Jackie et Lilian. Et donc, avant que nous prenions le temps de vous laisser poser des questions, soit de façon orale, quand j'aurai terminé mon exposé, soit par écrit à travers l'icône converser qui est au milieu et en bas de votre écran, vous pouvez rédiger une question et vous pouvez l'envoyer à tout le monde pour que tout le monde connaisse la nature de la question. Donc, avant de passer à cette étape-là, pour conclure, voilà, j'aurais souhaité qu'on fasse un petit point, on va dire, sur ce qui est aujourd'hui possible de faire en s'inspirant de la sagesse des Templiers. Ce qui est marquant, c'est, comme l'a expliqué Jackie, le niveau d'exigence très important qui a permis l'émergence de cette expérience et le fait qu'elle démarre avec une très petite quantité de gens. Dans la partie formative de toutes les civilisations, de toutes les cultures, il n'y a jamais une majorité, il y a toujours une minorité. Les grands changements qui sont intervenus à l'échelle de l'humanité ne sont jamais le fait d'une majorité. Donc, il ne faut pas être surpris que la petite douzaine des tout premiers Templiers qui étaient à Jérusalem, qui protégeaient les routes, pouvaient paraître à cette époque-là assez ridicule par rapport à l'ambition qui était déjà marquée, qui était déjà connue, de pouvoir développer une expérience à l'échelle européenne et probablement qui serait devenue un peu plus large si les forces noires n'étaient pas intervenues pour limiter les possibilités de l'ordre du Temple. Ce qui est important, c'est donc de comprendre que nous sommes tous en mesure de pouvoir agir et de se préparer à l'éventualité d'une transition dans laquelle nous sommes, et c'est la raison pour laquelle Nouvelle Acropole est un mouvement de transition. C'est-à-dire que sa vocation d'école de philosophie est de préparer les changements qui vont venir et le monde qui s'annonce, le futur qui s'annonce, et dont la trajectoire, comme je vous l'ai expliqué, est relativement connue. La plupart des collapsologues qui sont penchés sur le sujet décrivent très clairement les processus et l'aboutissement de ces processus et la convergence des effets. Comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à ce que dit Montesquieu en 1734,
c'est pas un événement qui produit l'effondrement d'une civilisation, mais une convergence d'événements et évidemment des nécessités nouvelles qui apparaissent. Parmi les nécessités nouvelles qui apparaissent, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Lilian et en partie aussi Jackie, il y a la formation de soi, la capacité de développer une résilience, une autonomie et une force intérieure. Et c'est le premier élément dominant qui ressort de l'expérience templière. Si ce groupe humain a produit cet immense développement et cette tentative civilisatrice, c'est parce que au départ, il y a un réseau d'exigences très fort et un véritable travail intérieur qui est, on va dire, centré autour de la vie spirituelle et de la vie intérieure, avec des exercices et des éléments dont on ne connaît que très peu de choses. La partie initiatique de l'ordre du Temple n'est pas connue. Elle n'est pas publique, elle n'est pas publiée. Et évidemment, lorsque l'Inquisition est passée là-dessus, bon nombre d'aveux qui ont été extorqués sous la torture ne correspondent pas du tout à la réalité. Et évidemment, pour les besoins et de la justification de l'acharnement contre les Templiers, l'ensemble de l'œuvre templière a été démythologisé, c'est-à-dire qu'on a enlevé toute sa dimension supérieure pour la ramener à une simple expérience de moine soldat, comme vous l'a expliqué Jackie, ce qui était une toute petite partie, 10, 15, 20% de la réalité des membres de l'ordre. Donc voilà. Donc le travail central de préparation à la transition ou de mise en condition pour la transition, c'est un travail qui est basé sur le développement des moyens intérieurs. Nous vivons dans un collectif qui a entièrement fondé ses repères sur les moyens extérieurs. Ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons a beaucoup de difficultés à développer de l'autonomie, a beaucoup de difficultés à développer des possibilités de rebond en cas de difficulté. Bon, on a un exemple assez simple avec le phénomène lié au Covid. Les difficultés qui apparaissent et qui émergent démontrent un manque de préparation assez large, mais pas seulement des structures de l'État, un manque de préparation des individus pour affronter, par exemple, le confinement. C'est-à-dire, comment on fait pour vivre le confinement sans se mettre en colère, sans que se développent les violences conjugales, sans que se développent les violences contre les enfants, parce qu'on ne sait pas gérer ce type de situation par manque de formation intérieure. Donc voilà, la clé essentielle de la naissance de l'ordre du Temple, c'est la formation intérieure des individus. Pour cette raison, l'archétype relativement récent du guerrier pacifique est tout à fait adapté en termes de modèle comme embryon du futur. Qu'est-ce que c'est que le guerrier pacifique? C'est celui qui livre le combat intérieur et qui va permettre de faire émerger de nouveaux moyens grâce à sa discipline de vie et à sa capacité de solidarité, de service et de se relier, globalement de se relier. Voilà. Donc, le travail qui semble indispensable et que propose la philosophie, et plus particulièrement notre voie d'enseignement, c'est que l'homme a trois possibilités de se relier. Il doit être capable de se relier à lui-même, ça c'est la base du travail intérieur, de se relier aux autres, et surtout, dans les circonstances actuelles, d'apprendre de nouveau à se relier à la nature, pour apprendre à de nouveau à respecter les règles et à en vivre l'expérience. Il est bien évident que la technologie, comme l'a dit Lilian tout à l'heure, et c'est tout à fait juste, n'est pas éternelle. Ça veut dire par là que si les ressources en énergie le permettent, la technologie peut continuer de fonctionner, mais s'il y a des problèmes d'énergie, aujourd'hui ça devient très difficile. Un exemple assez évident, c'est s'il y a de trop fortes chaleurs et s'il y a de nouveau des canicules, les possibilités de refroidir les centrales sont quand même relativement limitées et bien que le commissariat à l'énergie
nous rassure en disant qu'on a continué d'exporter de l'électricité pendant les canicules. C'est le grand discours qui est actuel. Pour rassurer tout le monde, on a quand même arrêté plusieurs centrales avec des canicules relatives. Parce que le gradient de température entre l'entrée de l'eau et la sortie de l'eau pour le refroidissement commençait à modifier le biotope. C'est-à-dire apparition d'algues, disparition des poissons et ainsi de suite. Donc voilà, ce type de situation auquel il faut se préparer est relativement simple, mais il ne s'agit pas de trouver seulement des ressources énergétiques nouvelles, c'est très bien, c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire, mais il faut aussi développer les moyens intérieurs pour assumer les pénuries, parce que tout n'est pas immédiat, tout n'est pas instantané. Nous ne sommes pas collectivement préparés à la transition. Donc, il y aura une phase probable de pénurie à laquelle il faut se préparer, et la seule préparation réaliste, c'est de trouver les ressources intérieures. C'est-à-dire être capable de rebondir, être résilient et avoir un sens naturel de la solidarité qu'il faut développer de nouveau. Quand on voit les exemples d'incivilité les plus récents sur les rues jonchées de masques ou à Lyon, les bords de Saône, qui sont en général remplis de canettes et de divers objets, on peut se poser des questions sur la capacité de faire face. Donc, pour travailler ce domaine-là de façon pédagogique et non autoritaire, comme l'a très bien expliqué Lilian sur la transmission de la sagesse, il faut un mouvement d'éducation généralisée qui va permettre, à travers le développement de la vie intérieure, de trouver les ressources pour s'auto-discipliner. Voilà. Voilà la ressource la plus simple qui est évidente dans toutes les périodes formatives, je reviens là-dessus. Toutes les civilisations sont nées d'une minorité avec une très forte exigence intérieure. Et c'est le cas typique des Templiers qui avaient compris ça, et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des règles était aussi importante, justement pour se projeter dans la durée et dans le temps, ce qui semble être le seul moyen pour éviter le passage à justement une décadence rapide. La forte exigence permet dans la durée de se projeter dans le temps. Bon, voilà, en quelques mots rapides, avant de vous laisser et de laisser la place aux questions, le sujet tel que nous souhaitions le développer avec Jackie et avec Lilian, que je remercie beaucoup pour ce travail. Donc, à partir de maintenant, pardon? Oui, j'ai vu qu'il y avait déjà une question. Je vais répondre, mais je dis ça à partir de maintenant. Nous allons passer à la phase de questions. Alors, deux possibilités. Vous ouvrez votre micro et vous adressez au collectif déjà, et vous le refermez juste après pour permettre la réponse. J'ai déjà deux questions auxquelles je peux répondre. Le rôle des femmes chez les Templiers. Il n'y a pas de femmes chez les Templiers. Il n'y en a pas. Bon, alors, aujourd'hui, ça paraît une aberration totale, mais ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de rôle au Moyen-Âge. On sait par exemple que Saint Bernard a eu des contacts avec Hildegarde de Bingen. Comme il a voyagé dans toute l'Europe, il était très en contact avec les moniales et pas seulement les moines. Et donc, le rôle féminin essentiel de la période médiévale est lié à l'activité monacale féminine, les moniales, et aux œuvres sociales qu'elle gérait, de la même façon que les monastères masculins. Mais effectivement, pas chez les Templiers, et il faut comprendre que si on fait vœu de chasteté, la cohabitation est un peu plus compliquée. Voilà, c'est le sujet tel qu'il est posé. Donc j'espère avoir répondu à Anne-Marie. Si c'est incomplet, elle me reposera la question. Deuxième question de Martine. La description du début ressemble trait pour trait aux conditions que vit notre société actuelle. Serions-nous en pleine période d'effondrement? Nous sommes en période de transition. Non, effectivement,
Quand j'ai lu les éléments de Montesquieu écrits en 1734 sur les conditions de l'effondrement, j'étais effondré. Voilà. C'est-à-dire que j'ai lu, évidemment, un descriptif détaillé de l'actualité du moment. Donc oui, nous sommes en situation, on va dire, de pré-effondrement. On va appeler ça, pour être gentil, à les personnes, la transition. Mais tous les voyants sont rouges. Tous les voyants sont rouges. Et l'époque que nous traversons peut basculer très rapidement, contrairement à tous les prévisionnistes les plus optimistes. Elle peut basculer très rapidement dans le domaine climatique, dans le domaine social, dans le domaine économique. C'est-à-dire les 3 vecteurs les plus importants par rapport à l'effondrement. Le social, l'économique et le climatique. Voilà. C'est les 3 clés, on va dire, qui sont les plus tangibles pour comprendre les trajectoires. Alors, encore. Une autre question, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'est toujours Martine. Bon, Martine, nous vous écoutons. Voilà, le Covid a apporté quelques embryons de réponses et de possibilités de rattrapage. J'espère que ça va perdurer dans le temps pour pouvoir permettre aux gens de redresser la situation. Alors, qu'appelez-vous les nouveaux comportements que vous évoquez? Les comportements sociaux, l'humanisme, la participation, toutes ces choses qu'on a développées pendant la période du Covid. D'accord, c'est plus clair, merci. Oui, effectivement, la réaction naturelle, et c'était déjà le cas en période par exemple, d'événements climatiques, particulièrement en France, où on connaît le sujet, particulièrement aussi, comme dit Jackie à côté de moi, dans les périodes d'attentats, une espèce de réveil de conscience se fait jour et il permet l'émergence de nouveaux comportements, ce qui est rassurant. Donc, pour ne pas brosser un tableau cataclysmique et vous faire des cauchemars après la conférence, mais les ressources, les possibilités de rebond existent. Le problème, c'est qu'il faut les administrer. Et je vais m'expliquer là-dessus, parce que la grande force des Templiers, c'était de canaliser les bonnes volontés. Et pour pouvoir canaliser les bonnes volontés, il faut développer une organisation, c'est-à-dire des structures à très grande échelle qui permettaient d'optimiser ces bonnes volontés. Parce que si ce n'est pas le cas, si elles ne sont pas structurées et organisées, beaucoup d'énergie se perd, et comme cette énergie se perd, elle ne peut pas être réinvestie pour perdurer. L'énorme force de l'ordre du Temple était son système d'organisation exceptionnel. Dans la gestion financière, dans la gestion des ressources humaines, parce que c'est un aspect qu'on n'a pas beaucoup développé, mais le partage des tâches dans les quatre grandes parties de l'ordre qui respectaient les mêmes règles, ça, c'est un élément qui était connu déjà dans l'Antiquité, avec les hommes de 4 métaux qui sont expliqués par Platon dans la République. Et donc, il y a une capitalisation de la sagesse antique qui a été récupérée par les Templiers, qui a été mise à profit dans leur forme d'organisation et dans leur vision du monde. Voilà. Donc, j'insiste, le problème n'est pas la bonne volonté. Le problème, c'est la capacité de la canaliser, de la structurer et de l'optimiser. Alors, j'espère avoir répondu à la question. J'ai d'autres questions qui apparaissent. Anne-Marie, le confinement provoque beaucoup de frustration dans nos pays riches. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui démontre la faiblesse morale de la société. Paradoxalement, des pays beaucoup moins confortables que le nôtre ont vécu différemment le confinement. Et peut-être que les dégâts psychologiques ont été différents. Parce que quand on vit dans des conditions dures, on est préparé
à vivre certaines expériences de ce type. Donc je suis d'accord, il y a une forme de frustration. On verra comment elle va être gérée et comment on va s'en sortir avec ce sujet. Jean-Luc me demande, vous parlez de l'effondrement de notre civilisation, pouvez-vous décrire ce qui risque de changer? Tout peut changer. Voilà. Et la description peut être très longue, mais quand je dis tout peut changer, ça veut dire que notre mode de vie va changer complètement. Nous vivons totalement appuyés sur la peur du risque. C'est pour ça que les assurances font fortune. Nous vivons totalement appuyés sur la peur de la maladie. C'est pour ça que les laboratoires pharmaceutiques font fortune. Nous vivons en permanence avec tout un tas de peurs psychologiques, ce qui explique par exemple que dès qu'il y a un événement, on s'empresse de créer une cellule psychologique. C'est pour vous expliquer le niveau de faiblesse morale. C'est relativement récent, cette idée que pour faire face à l'adversité, il faut des professionnels qui soient capables de compenser nos déficits psychologiques. C'est quand même significatif. Donc, les modes de vie que nous connaissons aujourd'hui, dans un délai inconnu, à une date inconnue, et pour une durée inconnue, sont amenés à changer tout dans notre mode de vie. Voilà. J'ai répondu, j'espère, à votre question. C'est très frustrant probablement, mais je ne sais pas dire autre chose. Alors, de Galaxy S5, je suis désolé, c'est ce qui apparaît dans mon chat. Quelle sagesse d'Orient ont pratiqué les Templiers dans leur vie quotidienne de Templiers? Yoga, médecine ou autre? Des exemples concrets peut-être. Alors, de ce point de vue, la discipline de vie, la méditation, l'oraison, qu'on appelle aujourd'hui la prière, toutes les formes de réclusion étaient pratiquées quotidiennement pour l'examen de conscience. Dans chaque commanderie, en plus de l'église de la commanderie, il y avait une salle d'introspection, c'est-à-dire un endroit où quotidiennement, chaque templier devait se rendre pour faire un travail intérieur. Un travail intérieur qui n'est pas détaillé, mais qui probablement est en rapport avec l'examen de conscience, très connu dans toutes les écoles de philosophie antique, des exercices probables aussi de concentration et de visualisation qui ne sont pas détaillés. Donc, pour ce qui concerne le yoga, je n'ai pas connaissance de pratiques physiques propres à ce sujet. Pour ce qui concerne la médecine, toutes les commanderies étaient équipées grâce à la pharmacopée développée par le monachisme. Vous le savez sans doute, mais ce sont les moines qui ont développé toutes les ressources de la phytothérapie, qu'ils connaissaient très très bien. Et donc tout ça était parfaitement connu. Les liens permanents entre les Templiers et les monastères étaient connus, et donc toute cette synergie existe. Quand tout à l'heure on a parlé, Lilian a parlé des relations, ou Jacques, je sais plus, des relations des Templiers avec les bâtisseurs, mais sans pouvoir donner de preuves historiques, le mot, par exemple le mot loge, qui est un mot très commun dans des mouvements initiatiques depuis l'Antiquité, est apparu avec les écoles de cathédrales. Et on sait que les Templiers allaient dans les écoles de cathédrales, dont pour une certaine partie, ils assuraient la sécurité. Donc la proximité directe de l'ordre du Temple avec les bâtisseurs est avérée de ce point de vue-là. Voilà. On parlait tout à l'heure des métiers, pour donner un autre exemple, puisqu'on est dans des exemples concrets. Les Templiers ont permis de ramener d'Orient, du Proche-Orient pour être précis, tous les secrets alchimiques de la fabrication du verre, et on commençait à établir le commerce du verre, puisque vous ne le savez sans doute pas, mais les premiers vitraux n'étaient pas faits avec du verre fait sur place en Europe. On importait du verre par bateau qui venait du Proche-Orient,
et il était retraité sous forme de verre déjà, par soufflage. C'est-à-dire, paradoxalement, les verres des vitraux n'étaient pas laminés. Aujourd'hui, on lamine le verre. Les verres des vitraux étaient soufflés, on faisait des cylindres et on découpait ces cylindres. Donc, toutes ces techniques étaient des pratiques qui étaient développées dans les commanderies. Donc, voilà un peu, pour vous donner quelques éléments, ce qui pouvait se passer dans les travaux qui étaient faits intérieurs et extérieurs, savoir-faire et savoir-être. Alors, ça va vite, il y a beaucoup de questions qui sont apparues. Les Templiers étaient-ils des anticollapsologues? Question de Gilles. Merci Gilles. Bon, c'est très. La formulation me plaît beaucoup. Ils ne connaissaient pas le mot. Le mot était inconnu à l'époque, et en tout cas, ils avaient compris la nécessité de planter une graine. Alors, on va dire le début du temple, comme je l'ai dit, historiquement. Quand il apparaît à l'horizon de l'histoire, on ne connaît rien de la période formative. C'est-à-dire que cette convergence d'individus, cette convergence de moyens est très étonnante dans un intervalle de temps très court, ce qui veut dire qu'il s'est passé d'autres choses avant. Et longtemps avant. Probablement un bon siècle avant. Voilà. Autour de l'an 1000, probablement, autour de l'an 1000, se constituent les bases d'un projet qui va être administré probablement à travers les monastères et qui va être, on va dire, sous-tendu après par les mouvements qui vont émerger, dont certains peut-être ont disparu et ne sont même pas arrivés à l'horizon de l'histoire. Parce que quand l'ordre du Temple arrive à l'horizon de l'histoire, peut-être d'autres tentatives équivalentes avaient déjà commencé et n'ont pas abouti, pour de multiples raisons. Voilà. Et ce sera probablement le cas pour notre période de transition. Beaucoup de mouvements, comme le nôtre et comme d'autres, sont dans leur période formative. Ils n'ont pas émergé à l'horizon de l'histoire. On ne sait pas qu'est-ce qui va rester de tout ça dans les mises en situation qui vont venir. Donc, les Templiers étaient-ils des anticollapsologues? Oui, ils ont évité le sureffondrement. Puisqu'on parle de l'accident et du suraccident, on peut parler de l'effondrement, mais on peut aussi parler du sureffondrement possible. Voilà. J'espère avoir répondu à la question de Gilles. Merci. Nous sommes avec alors un remerciement de Jean-Luc. Merci Jean-Luc. De FR. Alors FR se reconnaîtra. Vous parlez de civilisation, est-elle globale, mondiale, ou certaines régions du monde sont-elles plus résilientes pour pouvoir s'en inspirer? C'est une très bonne question. La résilience est un phénomène individuel, pour l'instant. Il n'apparaît pas clairement de résilience collective nulle part, à ma connaissance. Il est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que des populations soumises à des rigueurs d'existence fortes démontrent assez systématiquement une forme de joie de vivre étonnante, alors qu'ils vivent dans des conditions très précaires. C'est la forme de résilience la plus naturelle qui m'apparaît. Mais ceci ne veut pas dire que cette capacité résiliente individuelle est canalisée. J'insiste sur l'idée de comprendre que la grande force des Templiers, c'était de canaliser la bonne volonté. Et parce qu'elle était canalisée, elle pouvait être transformée en efficacité. La bonne volonté qui n'est pas canalisée ne peut pas devenir efficacité. Voilà. Donc, on va dire au jour d'aujourd'hui, l'émergence mondiale d'un phénomène équivalent est peu probable, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas exister dans le temps. Aujourd'hui, ce sont de petites unités, de petites entités qui se développent dans la plupart des États, de la façon identique à ce que nous faisons, puisque Nouvelle Acropole est une organisation internationale. Et grâce au contact que nous entretenons entre les différents pays où nous sommes implantés, nous avons connaissance assez rapide des changements qui se produisent.
Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle qui s'impose. Probablement, nous sommes dans la phase, on va dire, préalable, voilà, à l'émergence historique, dont personne, je dis bien personne, ne peut prétendre savoir ce qu'elle sera. La modélisation d'un futur est très difficile par rapport au modèle de l'effondrement auquel nous allons être confrontés. C'est la façon dont les structures vont devoir changer qui va petit à petit donner une orientation sur la modélisation de la société à venir. Ce qui est certain, ça c'est par contre tout à fait vérifiable, c'est que aucune transformation collective ne peut intervenir de l'extérieur des individus. Le futur viendra naturellement des modifications intérieures des comportements des individus et aucune idéologie, je dis bien aucune idéologie aujourd'hui n'a de prétention de proposer des changements dans les individus. Et ça, c'est très important à comprendre. Il n'y a aujourd'hui aucun parti politique qui est en mesure de proposer des changements intérieurs dans ses programmes. Donc, les changements ne peuvent pas venir d'une idéologie, c'est tout à fait avéré. Ce sont des changements intérieurs à l'échelle des individus, je dis bien des individus, qui sont seuls capables d'amener des mutations profondes à l'échelle de l'humanité. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Alors, de Anne-Marie, de nouveau, c'est une catastrophe au Brésil et ailleurs, notamment en matière d'écologie, tous les scientifiques sont unanimes. Oui, je ne peux que partager l'avis d'Anne-Marie, mais encore une fois, tout ça est lié à des comportements individuels et les bonnes volontés qui existent au Brésil ne sont pas canalisées ou ne sont pas exploitées. Voilà, c'est le problème qu'on peut évoquer. Martine nous dit « L'introspection et règles templières en cela, nous nous rapprochons beaucoup de la franc-maçonnerie. » Alors, bon, je ne suis pas franc-maçon, et mes deux collègues non plus, donc je ne peux pas dire ce qui se rapproche ou pas de la franc-maçonnerie. Ça m'est très difficile de répondre. Seul un franc-maçon pourrait le faire. Dans tous les cas, de façon générale, tous les mouvements qui ont vocation à, par l'éducation, aider l'humanité à se développer, doivent naturellement s'équiper avec les modèles ou approchant les modèles templiers. C'est parfaitement normal et légitime. Voilà ce que je peux répondre à la question de Martine. Anne-Marie, Nouvelle Acropole au niveau international ne doit pas avoir peur de mettre l'accent sur l'écologie. Ne doit pas peut-être mettre... Bon, enfin, je comprends vaguement la question, mais dans nos activités de volontariat, puisque la base du fonctionnement de notre école de philosophie, c'est la philosophie, le volontariat et la culture. Ça veut dire que ces trois piliers sont notre programme, on va dire, d'action terrain. C'est le programme concret. Dans le volet volontariat, nous avons une activité de volontariat social, une activité de volontariat écologique et bien évidemment, l'écologie est au centre de nos préoccupations à l'intérieur même du fonctionnement de notre structure. Voilà ce que je peux répondre. Donc nous mettons l'accent bien évidemment sur des comportements écologiques. Question de Anne. Par quels moyens, dans le contexte actuel, développer la résilience individuelle pour éviter l'effondrement individuel, à défaut d'empêcher l'effondrement collectif, qui, à vous écouter, semble quasi inévitable? Alors, il y a beaucoup de choses dans la question. Je vais commencer par la fin. Que l'effondrement soit inévitable, c'est pas mon avis. C'est pas mon avis seulement. C'est un avis généralisé dans les domaines un peu pointus de l'économie,
du social et de la médecine, entre autres choses, et d'autres domaines d'activité, évidemment, de la philosophie. Voilà. Il y a une forme d'unanimité qui s'oppose à une forme de déni. C'est-à-dire que on va dire que la tendance dominante au niveau médiatique, au niveau politique, à beaucoup d'autres niveaux, c'est plutôt le déni. Et c'est la difficulté majeure que nous rencontrons. Donc, l'effondrement est dans la tendance, si des changements majeurs n'interviennent pas, c'est le paramètre qu'il faut rajouter, si des changements majeurs et durables n'interviennent pas dans les comportements individuels et collectifs, alors oui, on peut dire que l'effondrement est inévitable, parce que toutes les trajectoires démontrent ça. Par contre, il est tout à fait possible d'inverser les tendances. Si, dès maintenant, des changements majeurs de comportement à l'échelle individuelle et collective sont en mesure d'intervenir. Voilà pour répondre à cette partie de la question. Comment développer la résilience individuelle? Par la pratique et par la confrontation. Dans toutes les écoles de sagesse et de philosophie anciennes, il existait ce que les Grecs appelaient des askésis, c'est-à-dire des exercices. C'est le mot askésis en grec a donné en français exercice et, curieusement, c'est la même racine que le mot ascèse. Donc, ascèse et exercice ont le même mot grec pour origine, askésis. Dans toutes les écoles existaient des exercices et des pratiques visant à développer la résilience et, on va dire, la densification, c'est-à-dire la capacité de faire face. Pour cette raison, à travers le volontariat, nous avons des pratiques très concrètes de confrontation au terrain. C'est un des exemples, mais aussi des exercices de nature philosophique, comme la concentration, comme la méditation, qui permettent de développer des moyens intérieurs et de pouvoir les convoquer rapidement lorsqu'on est en situation d'effondrement, par exemple, ou de sidération. Il est évident que des exercices simples de confrontation à la peur, mais pas à l'échelle de sauter à l'élastique, c'est pas de ça dont je parle, mais par exemple, tout bêtement, apprendre à s'orienter dans l'obscurité. C'est un exercice simple, pratiqué dans les écoles de l'Antiquité. Voilà. S'orienter dans l'obscurité, retrouver des repères qui deviennent intérieurs puisqu'il n'y en a plus à l'extérieur, c'est un exercice, pour donner un exemple très concret, de développement de la résilience. Bon, et d'autres bien évidemment, mais vous pourrez éventuellement venir à une présentation de nos activités philosophiques pour avoir plus de détails. Hein. À partir du mois de septembre, nous allons réouvrir, et nous l'espérons, notre école à l'échelle collective pour permettre la réouverture des cours. Et de nouvelles sessions de formation philosophique vont intervenir dès le mois de septembre. Je vous invite à reprendre contact avec nous pour en connaître les dates. Voilà, la dernière question de Anne. Ah, c'est pas une question. Super clair, merci pour vos retours. Parfait, merci à Anne. Y a-t-il d'autres questions? Plus bas? Des questions plus bas? Non, je suis tout à fait en bas. Le dernier chat, c'est le chat de Anne sur le remerciement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? On se donne une petite minute au cas où émerge une nouvelle question. À la 1, à la 2, à la 3, je vais adjuger. Que reste-t-il des Templiers aujourd'hui? Merci pour la question de Michael. Il reste des Templiers un idéal, une expérience de vie, une sagesse et des symboles. Il y a des éléments de symbolique templière qui sont développés dans le livre de notre ancienne directrice Delia Steinberg-Guzman,
qui justement explique comment les Templiers ont développé un langage symbolique très important pour apprendre à parler la langue de l'homme intérieur. Disons qu'il faut essayer de se situer. Nous vivons la cohabitation entre l'homme intérieur et l'homme extérieur en nous. Les Grecs diraient cohabitent en nous le mythos et le logos. La logique du ou et la logique du et. Et ce sont deux logiques assez divergentes, que les Templiers ont essayé de rendre convergentes, justement, dans le même esprit de la convergence de l'Orient et de l'Occident. Les développements symboliques des Templiers, qui se sont aussi probablement répercutés dans l'iconographie gothique, puisque vous savez sans doute que les cathédrales gothiques et les églises gothiques étaient entièrement polychromes à l'extérieur, et elles étaient aussi polychromes à l'intérieur à cause des vitraux. Dans le langage symbolique, les couleurs, les formes, les associations, la destination de ce langage était celui de l'homme intérieur, et c'est le travail qui était fait en grande partie dans la symbolique des Templiers, et on leur doit aussi cet héritage-là. Voilà. Je n'ai pas trop le temps de développer cet aspect, mais c'est une préoccupation majeure dans l'ordre du Temple de pouvoir communiquer directement à l'homme intérieur avec des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Parce que si vous voulez savoir pourquoi l'iconographie gothique est si développée, mais c'est tout simplement parce que les histoires que racontaient les images en couleur devenaient accessibles et de façon très pédagogique à tous ceux qui ne pouvaient pas s'instruire librement. Voilà ce que je peux dire sur, entre autres choses, sur l'héritage des Templiers.